بلا تنأتي ببأس لأهل الخلا ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال سنرجع عدلا مضى وانقضى ونعنو سجودا لرب الجلال ومهما استبد العدو وطال فربي عزيز شديد المحال فربي عزيز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes dans cette série d'audio qu'on va consacrer à la question du féminisme, an-niswiya en arabe, une idéologie qui fait beaucoup parler, qui suscite beaucoup de débats, que nous considérons comme un virus potentiellement mortel pour la communauté, et comme tout problème, il est indispensable de connaître sa généalogie pour pouvoir le traiter. Nous consacrerons donc plusieurs épisodes à cette idéologie, à ses causes, ses origines, à son déploiement dans le monde musulman, puisque c'est ce qui va nous intéresser, ainsi qu'aux résistances et à la manière d'y faire face. Alors le féminisme, c'est l'une des nombreuses idéologies occidentales modernes qui s'est répandue au XIXe et au XXe siècle, et ce féminisme y pose évidemment un problème de fond dans sa relation avec l'islam. La première contradiction manifeste, c'est que ce féminisme prétend lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes, alors que cette égalité, hypocrite, n'est pas une valeur islamique, puisqu'en islam nous avons une égalité ontologique entre l'homme et la femme, une égalité spirituelle face au paradis, face à l'enfer, face à la croyance nécessaire à embrasser, mais nous avons aussi une inégalité juridique dans plusieurs domaines, et donc la valeur fondamentale de l'islam n'est pas l'égalité, mais la complémentarité. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise, et aux femmes, la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah, certes, est omniscient. La complémentarité, c'est ce qui est nécessaire pour élaborer une société harmonieuse, au contraire d'un mythe qu'on poursuit sans jamais pouvoir l'atteindre, qui n'a en plus pas été légiféré par le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre problème de fond que pose le féminisme, c'est qu'il prétend réclamer des droits pour les femmes et contester des devoirs qui ont été décrétés par le Créateur. Et donc le féminisme est fondamentalement contradictoire avec l'islam. On avait interrogé le cheikh koweïtien Othman el-Khamis, qu'Allah le préserve, sur le danger que représentait le féminisme dans le monde arabe, et le cheikh avait répliqué à juste titre que cette idéologie maintenant c'est une idéologie mondiale. Le féminisme c'est un problème mondial pour les sociétés, et à ce titre, la réponse des ulémas, des savants, des intellectuels musulmans ne peut être que mondiale, même si le féminisme se décline dans chaque pays, dans chaque continent, avec des tons différents, des touches différentes, des problématiques différentes. Néanmoins, c'est un problème global et qu'on ne peut pas traiter dans un seul territoire. Le féminisme, c'est l'une des nombreuses idéologies occidentales qui s'est répandue avec la modernité, au XIXe et au XXe siècle essentiellement, et au-delà d'être une idéologie, une question de lutte pour les idées, le féminisme, c'est d'abord et avant tout historiquement une arme politique et géopolitique, orientée notamment contre le monde musulman. Alors comment et où apparaît ce féminisme? Donc il apparaît évidemment en Occident, qui est le cœur nucléaire de la guerre idéologique contre l'islam. D'abord il apparaît essentiellement dans des milieux littéraires, périphériques et groupusculaires. Vous avez des femmes issues de l'aristocratie qui écrivent de la poésie et de la littérature et qui réclament un certain nombre de droits pour les femmes, au premier rang desquels celui d'être éduquées et d'accéder à l'éducation au même titre que les hommes. Ces groupes sont très marginaux alors, puisque la société est encore empreinte de valeurs traditionnelles et relègue les femmes à la marge de la société. La Révolution française va être un événement très paradoxal, puisque la plupart des révolutionnaires méprisent les femmes et ricanent lorsque celles-ci réclament des droits équivalents aux hommes.
Mais en même temps, lors de la Révolution française, de nombreuses femmes vont participer dans l'espace public et vont commencer à s'affirmer comme des actrices politiques, de sorte que cet événement va avoir une incidence sur la suite de l'histoire européenne. Le siècle central du développement du féminisme, c'est le 19e siècle. Le 19e siècle, on a l'essor de l'urbanisation, l'exode rural, le début d'un salariat féminin ou d'un travail féminin. Vous avez de nombreuses femmes qui militent pour une participation politique, pour le droit de vote. Et vous avez surtout les idéologies de contestation sociale, le socialisme, le communisme, le syndicalisme qui se développent en Europe et notamment en France. Et de très nombreuses femmes vont s'impliquer dans ces mouvements-là, militer, participer de manière active et réclamer des droits croissants. L'événement clé de l'histoire occidentale au XXe siècle et qui va déterminer dans une certaine mesure l'essor du féminisme, c'est la Première Guerre mondiale. C'est une boucherie, mais c'est aussi une opportunité pour de nombreuses femmes de remplacer leurs maris qui sont partis sur le champ de bataille, dans les usines, donc de se politiser, donc de réclamer des droits. Le travail féminin existait avant la Première Guerre mondiale, essentiellement dans l'agriculture et l'artisanat, mais le travail dans les usines et dans les industries va permettre à de nombreuses femmes d'acquérir un statut et un prestige social, d'autant que les groupes socialistes et communistes sont très présents dans les milieux du salariat, et que ces femmes vont en profiter pour défendre leurs revendications. La dernière phase d'essor considérable du féminisme, c'est après la Seconde Guerre mondiale, avec les épisodes de mai 68 que vous connaissez. Daniel Cohn-Bendit et 7 autres étudiants de Nanterre comparaissent devant le conseil de discipline à la Sorbonne. La manifestation organisée par l'UNEF s'amplifie. Le mouvement de libéralisation des mœurs de la société, l'américanisation de la société, la dissolution progressive de certaines valeurs traditionnelles et les ouvrages des grandes intellectuelles féministes de l'époque comme Simone de Beauvoir, ainsi que les lois majeures dites d'émancipation de la femme qui sont votées et qui renforcent le pouvoir du lobby féministe dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup aujourd'hui en France, et c'est un peu la même chose dans beaucoup de pays, que le féminisme c'est périmé, que le féminisme c'est démodé. Et moi, je n'en crois absolument rien. Enfin, vous savez quelles sont mes idées sur la condition des femmes. C'est que pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ça soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que, sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux, elles puissent également se sentir, profondément et de l'intérieur, les égales des hommes. Bon. Donc là, on a dressé l'histoire du féminisme à grands traits en Occident, maintenant l'histoire du féminisme et la problématique du féminisme en terre d'islam, ce qui nous intéresse. Alors, je ne peux que vous recommander fortement la lecture d'un livre d'un cheikh marocain qui s'appelle Al-Bashir Aissam Al-Marakchi, qui a écrit un ouvrage remarquable sur la question du féminisme, Jadal un-Niswiya wa Dhukuriya, qu'on traduit généralement par controverse du féminisme et de la masculinité. Jadal, Ajidal, Mujadala, ça vient du verbe Jadala yujadilu, et ça renvoie à l'idée d'une discussion polémique, d'une controverse. Et le cheikh n'a pas choisi ce mot par hasard pour son titre, puisque les débats qui touchent à la question du féminisme sont toujours engagés. Il est impossible de traiter cette question en étant impartial, sans parti pris et sans conviction. C'est un sujet polémique et il appelle des positions tranchées. Et en tant que musulmans, nous ne pouvons pas faire de compromis avec ce genre d'idéologie. Donc quel est le contexte de l'introduction du féminisme dans le monde musulman ? Le féminisme est lié originellement et de manière intrinsèque à la colonisation. La colonisation suppose le féminisme et le féminisme suppose la colonisation. La colonisation, donc, qui va se déployer essentiellement au XIXe siècle dans le monde musulman, qui va s'accélérer au XXe siècle, ça n'est pas simplement une occupation d'un territoire, la confiscation de terres, l'injustice juridique, l'exploitation des populations. La colonisation, c'est une occupation mentale du territoire et des populations. C'est une transformation de leur culture, une réécriture de leur généalogie, une humiliation de leurs mœurs. On reconfigure les rapports entre les sexes. On essaie de changer de manière radicale
les structures de la société pour les rendre dociles, stériles et incapables de produire une résistance face à l'oppression. Donc la colonisation, ça dépasse le cadre simplement de l'oppression économique, c'est d'abord et avant tout une question de soumission culturelle, de soumission psychologique des populations. Et à ce titre, le féminisme va jouer un rôle comme arme de destruction de ces sociétés. D'ailleurs, ça a été dit de manière très claire par un personnage tout à fait intéressant dont je vous conseille d'étudier le parcours, qui s'appelle Evelyn Baring. Evelyn Baring, Lord Cromer, c'était le gouverneur de l'Égypte coloniale entre 1882 et 1907-1908. À la suite de l'occupation du territoire, après une bataille qui s'appelle la bataille de Tel el-Kébir, les Anglais contrôlaient l'Égypte et Evelyn Baring a été nommé gouverneur général. Il avait des mots très clairs pour exprimer le projet colonial, féministe des Britanniques en Égypte, puisqu'il avait déclaré dans son livre qui s'appelait Modern Egypt et qui présentait le projet qu'il envisageait pour l'Égypte, la phrase suivante: La position des femmes en Égypte et dans les pays musulmans en général est un obstacle fatal à l'atteinte de cette élévation de pensée et de caractère qui devrait accompagner l'introduction de la civilisation occidentale. Et donc il avait très directement ciblé la question de la femme, la transformation du statut de la femme dans les sociétés musulmanes comme un objectif prioritaire. Donc d'abord, contexte, le féminisme est lié au processus de la colonisation dans le monde musulman. Ça se verra en Algérie, ça se verra en Égypte, ça se verra en Syrie, dans l'intégralité du Moyen-Orient musulman. Le deuxième contexte d'introduction de ce féminisme, c'est un contexte plus social, économique. Ce sont des processus qui vont favoriser l'introduction du féminisme. D'abord, il y a l'urbanisation. Alors, il y avait des grandes villes dans le monde musulman, le Caire, Damas, l'accélération de l'exode rural, le développement d'une première forme d'industrie. Ça va rassembler dans les grandes villes un certain nombre de populations et favoriser la formation d'une élite citadine urbaine. Vous allez aussi avoir le développement de la presse, qui va être très utile aux colonisateurs pour encourager les discours féministes, qui étaient absolument marginaux dans la société, mais qui vont gagner en surface médiatique grâce au développement de l'imprimerie. Donc le féminisme favorisé par la colonisation, l'urbanisation, le développement de la presse. Et la première idée à retenir forte, c'est que le féminisme dans le monde musulman a toujours été un phénomène d'élite bourgeoise, citadine et urbaine. Les 4 grandes villes qui ont été le bastion du développement du féminisme dans le monde arabo-musulman, c'était le Caire en Égypte, Beyrouth au Liban, Alep et Damas en Syrie. Et c'est dans ces villes que les bourgeoisies citadines vont se faire le relais des idées féministes et tenter, en collaboration avec les colons, de détruire la société traditionnelle musulmane. Et ces militants et ces militantes féministes vont prétendre, c'est d'ailleurs l'un des buts du féminisme, de faire de la femme un personnage public. Et ça, c'est très important à comprendre dans l'idéologie du féminisme, l'idéologie centrale du féminisme, c'est l'idée qu'une femme a non seulement un rôle à jouer publiquement, politiquement, qu'elle doit s'investir dans la sphère sociale, dans le monde du travail, mais que cet investissement public, ce personnage public qu'elle doit créer, est supérieur à son personnage privé. Autrement dit, la femme, pour s'accomplir réellement, doit sortir de la seule sphère privée qui serait une sphère non politique. L'idée de transformer la femme en un personnage public avant tout contrevient aux valeurs islamiques les plus élémentaires. Vous avez le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui est rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Kullukum ra'» vous êtes tous responsables « Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati » et vous serez tous interrogés sur votre troupeau. Al-amiru ra', le gouverneur est un berger. Wal-rajulu ra'in ala ahli bayti, et l'homme est le berger des gens de sa maison. Wal-mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladi, et la femme est la bergère de la maison de son mari et de ses enfants. Et donc dans ce hadith, le prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi insiste sur le rôle privé avant tout de la femme, sur le rôle familial. Et le rôle familial en islam est un rôle politique. C'est un rôle qui valorise la femme car la cellule familiale, c'est la première cellule de la société, et donc l'éducation des enfants, la tenue d'un foyer, c'est un rôle politique majeur pour la femme. Or, le féminisme veut faire sortir cette femme de son foyer en prétendant que sa mission politique, sa capacité de s'accomplir ne se fait que dans la sphère de la société, la sphère conflictuelle,
qui est en islam tendanciellement réservé à l'homme. Il y a évidemment des femmes qui ont travaillé dans l'histoire islamique, des femmes qui ont eu des responsabilités, même parfois politiques, mais ça reste une exception. La destination tendancielle de la femme, c'est de préserver cette première cellule, et cette mission est considérable. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Vous allez avoir deux formes de féminisme qui vont se succéder dans l'histoire du monde musulman. Deux formes qui entretiennent des liens, mais qui ont un certain nombre de différences. La première forme de féminisme qui va se développer, c'est ce qu'on appellerait plutôt un mouvement féminin, plus que féministe. C'est encore un féminisme qui est rudimentaire et qui refuse de rentrer en conflit explicite avec l'islam et le corpus islamique. Ce premier mouvement, donc on va qualifier de féminin plutôt que féministe, il va en gros des années 1850 jusqu'aux années 1920. C'est ce qu'on va appeler dans le monde musulman an-nisa'iyat. An-nisa'iyat. La figure de proue de ce premier mouvement, c'est une égyptienne qui s'appelle Malak Hifni Nassif. Malak Hifni Nassif, qui est une militante d'une première forme de féminisme, tente d'associer ce combat féminin, qui est un combat qui existait au Moyen-Orient pour l'accès des femmes au domaine de l'éducation essentiellement, au domaine de l'instruction, sans chercher à remettre en question certaines normes juridiques liées à l'héritage et sans jamais contester des symboles apparents de l'islam féminin comme le voile. Au contraire, ces femmes sont généralement voilées, militent dans des espaces non mixtes, et ne sont jamais tentés de remettre en question les fondamentaux du Coran et de la Sunna. Et la particularité de ce premier mouvement féminin, c'est de s'inscrire dans le cadre de la colonisation et de la lutte contre la colonisation. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est que la colonisation a permis le développement du féminisme, mais que la contestation de la colonisation a aussi accéléré ce féminisme. Pourquoi ? La colonisation, pour lutter contre son influence et sa réalité, ça suppose une certaine convergence des luttes, pas se permettre de diverger sur des questions dogmatiques, spirituelles, jurisprudentielles, quand on est opposé à un ennemi commun. Et cette convergence des luttes, elle va contraindre, pousser certains acteurs politiques musulmans, voire parfois certains ulama, à s'allier avec des minorités de la société, les minorités chrétiennes, et certaines femmes issues de ces premiers courants féminins, sinon féministes, pour lutter contre le colonisateur. C'est ce qui va se passer au Maghreb, c'est ce qui va se passer en Tunisie, et c'est surtout ce qui va se passer en Égypte. Donc cette lutte anticoloniale, cette première forme de nationalisme qui commence à se développer dans le monde arabo-musulman contre la colonisation française et britannique, elle va favoriser la politisation des femmes, c'est-à-dire leur introduction dans l'espace public pour militer en tant qu'actrices politiques à part entière. Et vous aurez de très nombreuses femmes musulmanes de ce premier mouvement féminin, an-nisa'iyat, 1850-1920, et qui vont militer, parfois manifester dans la rue, en niqab, et acquérir un poids considérable dans le mouvement de la lutte anticoloniale. Et ce premier mouvement féminin comporte certaines transgressions du corpus et de la tradition islamique, mais des transgressions qu'on accepte dans le cadre de la lutte contre la colonisation qui est la priorité. Donc on accepte certaines de ces dérives, de ces exagérations, parce que la convergence dans la lutte anticoloniale est l'objectif absolu. La date clé dans le monde musulman au niveau de cette rupture entre premier et deuxième féminisme, c'est 1919.
En Égypte, au Caire, vous allez avoir des grosses manifestations énormes qui vont être organisées par les mouvements anticoloniaux, les mouvements nationalistes égyptiens, et de nombreuses femmes vont aller manifester en niqab dans la rue. Leurs maris, qui étaient des militants nationalistes, avaient été emprisonnés par les Britanniques, certains exécutés, et ces femmes sont sorties dans la rue, et l'une des leaders, l'une des femmes à la tête de ces manifestations s'appelait Hamida Khalil, rahmatullah alayha, et elle a été fusillée avec 6 de ses camarades par les soldats britanniques. Donc ce premier mouvement féminin, plus que féministe, il a été réprimé dans le sang par les Anglais en 1919 et va se substituer à lui un nouveau féminisme, cette fois-ci beaucoup plus radical, sous contrôle total de l'Occident, par des femmes beaucoup plus radicalisées qui vont être promues par les Français et les Anglais pour détruire la société musulmane, et on l'abordera dans le prochain podcast. Inch'Allah ta'ala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال سنرجع عدلا مضى وانقضى ونعلو سجودا لرب الجلال ومهما استبد العدو وطال فربي عزيز شديد المحال فربي عزيز شديد